Vous vous souvenez, en 2019, quand Donald Trump a balancé qu'il voulait acheter le Groenland? Oui, bien sûr. Tout le monde a cru à une blague. Exactement. C'était vu comme une provocation, une sortie de plus, et puis on est passé à autre chose. Sauf que, voilà, on est en janvier 2026, et là, plus personne ne rigole. Non, parce que ce qui était une idée folle est devenu un axe, un vrai axe stratégique de son second mandat. Le style est toujours aussi brutal, Oui, mais l'action derrière, elle, est devenue très méthodique. c'est ça la différence. En 2019, il lançait un ballon d'essai. En 2026, il exploite une situation bien réelle. Le Groenland, ce n'est plus une anecdote, c'est un des points chauds du globe. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un livre vraiment passionnant, La glace du Groenland et le deal de Donald Trump. Ce qui est génial, c'est le regard de l'auteur. Ah oui, c'est très particulier. C'est un seigneur marocain à la retraite, donc il observe ça de très loin, sans aucun filtre institutionnel. Et pour lui, c'est le symbole parfait de la grande collision de notre temps, le droit face à la puissance brute. Exactement. Et notre objectif ici, ce n'est pas de juger si Trump a raison ou tort, c'est de comprendre les forces profondes, tectoniques qu'il a révélées. Pourquoi cette immense île de glace est devenue si cruciale. Alors, allons-y. Première chose à rappeler, et c'est fondamental, le Groenland, ce n'est pas une page blanche. Non, loin de là. C'est une terre habitée depuis plus de 4000 ans par les peuples inuits. Et leur rapport au territoire n'est rien à voir avec le nôtre. Le livre insiste là-dessus, ils ne possédaient pas la terre, ils la parcouraient, ils la lisaient. C'est une nuance essentielle. Leur gouvernance était basée sur la coopération, sur l'adaptation, pas sur la conquête ou la délimitation de frontières. Et c'est là-dessus que la souveraineté danoise est venue se greffer. Très lentement d'ailleurs, non? Oui, très lentement, sans grande conquête militaire. C'était une sorte de colonisation administrative qui a créé une dépendance structurelle, presque en douceur. En douceur au début, mais ça a changé au XXe siècle avec ce que l'auteur appelle la modernisation forcée. Oui, et ça a laissé des cicatrices. Dans les années 50, 60, Copenhague a en gros décidé de sédentariser les populations. On a regroupé les gens dans des villages plus grands, dans des immeubles. On les a arrachés à leur mode de vie traditionnel. Voilà. Officiellement, c'était pour le progrès, la santé et l'éducation. Mais ça a été vécu comme un traumatisme, une perte de repères. Et ça a instillé une méfiance durable envers tout ce qui vient de l'extérieur. Ce qui nous amène à un paradoxe aujourd'hui. D'un côté, le Groenland a une autonomie très large. Très large, oui. Depuis 2009, le gouvernement local à Nuuk gère quasiment tout. L'éducation, la santé et surtout les ressources naturelles. Sauf la défense et la politique étrangère. Et c'est tout le problème. Parce que de l'autre côté, il y a la réalité économique. Le Groenland dépend massivement des subventions de Copenhague pour faire tourner la boutique. Du coup, le Danemark se retrouve propriétaire d'un territoire. Dont la valeur stratégique le dépasse complètement. C'est un peu comme avoir les clés d'un porte-avions sans savoir le piloter. Le Danemark a la souveraineté juridique, mais pas la puissance pour la défendre face aux appétits des géants. Et ces dimensions stratégiques, elles ne datent pas d'hier. Elles explosent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est le grand tournant. Le Danemark est occupé par l'Allemagne, et les Américains comprennent immédiatement que le Groenland est un verrou pour l'Atlantique Nord. Ils n'attendent pas. Pas une seconde. Dès 1941, ils installent des bases. Pour eux, c'est vital. Et le point clé, c'est qu'après la guerre, ils ne sont jamais vraiment partis. L'ennemi a changé, mais la géographie, elle, est restée la même. Parfaitement résumé. L'URSS remplace l'Allemagne nazie. Et le Groenland, c'est le balcon parfait pour surveiller les missiles soviétiques passant par le pôle. C'est là qu'ils installent la fameuse base de Thulé, Pitufik aujourd'hui. Les yeux et les oreilles du commandement américain? Exactement. Pour Washington, le Groenland, ce n'est pas un pays, c'est une plateforme, un porte-avions insubmersible. Et les habitants dans tout ça? Ils n'ont pas eu leur mot à dire, j'imagine. Pas du tout. Des villages entiers ont été déplacés pour agrandir la base. Et puis il y a eu cet accident terrible en 1968, un bombardier B-52 américain. Avec des bombes nucléaires à bord. Oui, avec 4 bombes H, il s'écrase près de Thulé, ça a provoqué une contamination radioactive, un scandale énorme, mais étouffé. Pour les Groenlandais, ça a été un réveil brutal. Le sentiment d'être en première ligne d'un conflit qui les dépasse totalement. C'est ça. Donc si on regarde bien, l'intérêt américain n'a jamais vraiment disparu. Après la guerre froide, la tension est retombée. Mais les infrastructures, elles, sont restées. On les a juste modernisés. Voilà. Pour la surveillance satellite, la défense antimissile. Le Groenland est resté un pion essentiel mais silencieux.
Du coup, l'action de Trump en 2026, ce n'est pas une rupture, c'est juste la réactivation publique et brutale d'une réalité qui a toujours été là. Ok ? Ça, c'est la toile de fond. Une importance stratégique subie depuis des décennies. Et aujourd'hui, on a deux énormes accélérateurs. Le premier, c'est le plus évident, hein, la fonte des glaces. Et ça change tout. C'est un changement de paradigme. L'Arctique, qui était une barrière, un cul-de-sac, devient un corridor. On parle des nouvelles routes maritimes, le passage du Nord-Ouest. Oui, et la route du Nord côté russe. Ça raccourcit les distances entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique de milliers de kilomètres. Le Groenland, hier au bout du monde, se retrouve au centre de tout. C'est le premier accélérateur. Et le second, c'est ce qu'il y a sous la glace, ce que la fonte révèle. Un sous-sol qui fait rêver beaucoup de monde. Et là, il y a un mot qui revient tout le temps, les terres rares. Alors les terres rares, on en entend parler sans arrêt, mais concrètement, pourquoi c'est si stratégique ? Parce que sans ces métaux, il n'y a pas de technologie moderne. Pas de smartphone, pas de batterie de voiture électrique, pas d'éolienne, mais surtout, pas de système de guidage pour les missiles, pas de drones, pas d'IA militaire. Ce sont les vitamines de l'économie et de la défense du XXIe siècle. C'est exactement ça. Et le problème, le gros problème pour l'Occident, c'est que la Chine contrôle aujourd'hui quasiment toute la chaîne de production. Donc trouver une autre source, c'est une question de sécurité nationale. C'est même une obsession. Et les gisements potentiels du Groenland sont parmi les plus gros connus hors de chaîne. Alors vous ajoutez à ça de l'uranium, du zinc, peut-être du pétrole, et vous avez la recette d'une ruée vers l'or des temps modernes. Ce qui met les Groenlandais face à un dilemme absolument terrible. Oui, c'est un pacte faustien. D'un côté, exploiter ces richesses, c'est peut-être la seule voie pour financer une future indépendance et couper le cordon avec le Danemark. Mais de l'autre, c'est risquer une catastrophe écologique et tomber sous la coupe de géants miniers étrangers. C'est ça, l'indépendance économique au prix de la souveraineté environnementale et stratégique. Et ce dilemme, les grandes puissances l'exploitent. On assiste à une sorte de ruée silencieuse. Alors, qui est autour de la table dans cette ruée ? D'abord, la Chine. Elle avance avec son carnet de chèques. Elle propose d'investir, de construire des aéroports, des ports. Son discours est très malin. Elle se présente comme une puissance proche de l'Arctique, l'approche économique, le soft power. Voilà. En face, vous avez la Russie. Là, c'est une autre ambiance. Le hard power. Carrément. La Russie a rouvert des dizaines de bases militaires de l'ère soviétique. Pour Moscou, l'Arctique, c'est son précaré, sa profondeur stratégique. Donc elle y montre ses muscles sans complexe. Et au milieu de tout ça, les États-Unis de Trump 2.0. Eux, ils sont passés en mode verrouillage. Fini la subtilité. Ils voient un projet minier avec des capitaux chinois. Ils mettent une pression énorme sur Copenhague et Nuuk pour le bloquer. Au nom de la sécurité nationale. Exactement. Leur message est simple, le Groenland est dans notre jardin et nos rivaux n'y mettront pas les pieds. Et l'Europe, elle fait quoi pendant ce temps ? L'Europe, elle est un peu spectatrice malheureusement. Elle est tiraillée entre ses ambitions climatiques qui la poussent à vouloir protéger l'Arctique et la prise de conscience de sa propre fragilité stratégique. Elle publie des rapports, elle fait des déclarations, mais... Elle commente plus qu'elle n'agit. C'est un peu ça, elle n'a pas la puissance brute pour peser dans ce jeu-là. Cette approche très directe de Trump, ça doit être un cauchemar pour le Danemark. C'est un cauchemar diplomatique. S'opposer à l'allié américain, c'est impensable. Mais s'aligner complètement, c'est se faire accuser par les Groenlandais de brader leur avenir et d'être une marionnette de Washington. Copenhague est pris en étau, totalement. Et sa souveraineté, qu'elle pensait acquise, est soudain remise en question de toutes parts. Ce qui doit logiquement donner des arguments aux indépendantistes groenlandais. Absolument. La question de l'indépendance n'est plus seulement un veuve culturel, c'est devenu une variable géopolitique. Juridiquement, c'est possible, hein, l'acte d'autonomie de 2009 le prévoit, mais l'obstacle, on y revient toujours, c'est l'argent. Comment on remplace les subventions danoises ? Voilà la question, à des centaines de millions d'euros. Et c'est là que le piège se referme. Le piège stratégique de l'indépendance, comme le dit le livre. C'est ça. Option 1, l'indépendance est financée par les mines. Le Groenland devient alors dépendant d'un consortium chinois ou autre. Le drapeau change, mais les décisions se prennent à Shanghai ou à Melbourne. Option 2, l'indépendance est garantie par un accord de sécurité avec Washington. Et dans ce cas, les États-Unis payent les factures en échange d'un contrôle quasi total sur le territoire. La souveraineté juridique est là, mais l'autonomie réelle Et quasi nulle. En gros, soit on dépend des Danois, soit des Chinois, soit des Américains.
L'autonomie réelle semble une illusion. C'est toute la complexité de la situation. Le Groenland est trop stratégique pour qu'on le laisse tranquille et peut-être trop fragile pour être vraiment souverain dans ce nouveau grand jeu. C'est une aspiration légitime, la fin d'un cycle colonial, mais ça pourrait être un saut dans un vide encore plus dangereux. Alors, si on essaie de synthétiser, le Groenland, c'est bien plus qu'une simple histoire de territoire, on dirait un miroir de notre époque. C'est exactement ça. C'est un laboratoire à ciel ouvert, un endroit où le changement climatique n'est pas une théorie, mais un multiplicateur de rivalité immédiat. Il révèle des ressources qui attisent la compétition, qui fait ressurgir la puissance brute. Et Trump, dans tout ça? Donald Trump n'a rien créé. Il a juste mis un nom sur cette dynamique, sans le vernis diplomatique. Il a mis les pieds dans le plat, tout simplement. Et le livre se termine sur une pensée finale, une hypothèse assez dérangeante. Il revient sur l'idée de départ, le rachat. Oui, et il pose une question. Et si cette proposition la plus choquante, celle qui a fait hurler tout le monde, n'était en fait qu'une tactique? Attends, tu veux dire que c'était juste un écran de fumée? Pas un écran de fumée, un levier. C'est une technique de négociation. On met sur la table une demande tellement énorme, tellement inacceptable, qu'elle change complètement le cadre de la discussion. Et ça l'idée d'un rachat? D'autres options, qui auraient semblé inacceptables en temps normal, deviennent soudain des compromis raisonnables. Comme quoi, par exemple? Comme l'élargissement permanent des bases, la location à très long terme de certaines zones, ou un nouveau traité de défense qui lierait le Groenland aux États-Unis de manière quasi exclusive, en échange d'un soutien économique. Des choses qui auraient été refusées net quelques années plus tôt. Exactement. Mais après le choc de la proposition de rachat, ça peut passer pour un moindre mal. C'est diabolique comme stratégie. C'est l'hypothèse. La provocation sur le rachat n'avait peut-être pas pour but d'aboutir, mais de rendre possible d'autres formes de contrôle, plus subtiles, mais tout aussi durables. Pendant que les éditorialistes s'indignaient, les options bien plus réalistes avançaient en coulisses. Donc le vrai deal de Trump? N'était peut-être pas l'achat lui-même, mais tout ce que le bruit autour de l'achat a permis de négocier dans l'ombre. Pendant qu'on débattait de l'impossible, le possible avançait.